Bonsoir, bonsoir à tous. Merci d'être présents pour cette rencontre en regard de l'exposition qui se tient à l'étage en dessous, intitulée Le temps qu'il nous faut. Le temps, c'est le sujet dont nous allons parler donc ce soir avec Antoine Fenoglio et Cynthia Fleury, qui a un petit peu de retard et qui nous rejoindra au cours de la conversation. Mais j'invite déjà Antoine à nous rejoindre, à me rejoindre. Antoine est Antoine est donc designer et cofondateur du collectif Les Sismos, qui est une agence de design qui met en œuvre une méthode intitulée le Design with Care, on y reviendra ensemble, mais qui repose sur la prise en compte des fragilités non seulement individuelles, mais aussi sociétales et environnementales. On développera ensemble ce que ça signifie. Design with Care, c'est aussi le nom du séminaire que vous avez cofondé avec Cynthia Fleury au Conservatoire national des arts et métiers, où vous enseignez. Et l'autre séminaire que vous avez cofondé s'intitule Philosophie, éthique et design. C'est un diplôme universitaire que vous avez initié également avec Cynthia Fleury, qui est donc philosophe et psychanalyste, qui nous rejoindra. Votre travail commun autour de ces fragilités s'est matérialisé notamment avec la parution de deux ouvrages. Le premier qui a eu un grand succès, qui s'intitulait La Charte du Verstollen, ce qui ne peut être volé. C'est un tract paru chez Gallimard en 2022 où vous énonciez 10 points auxquels il fallait veiller, en tout cas pour préserver une vie bonne, au sens de la philosophie antique, de ce que peut être une vie bonne. Ces 10 points, vous les avez détaillés, développés, vous avez poursuivi la réflexion autour de ces 10 points dans un nouvel ouvrage qui vient de paraître en janvier aux éditions des Presses universitaires de France, qui s'intitule Éthique et design, où vous proposez une nouvelle grammaire pour les politiques publiques, attentive à des nouvelles formes de gouvernance, à des territoires de soins qu'il faudrait prendre en considération. Et on peut peut-être revenir un petit peu sur ces 10 points, parmi lesquels il y a l'accès à l'horizon, le silence, le droit à l'expérimentation, mais aussi précisément le compagnonnage et le temps long, dont nous allons parler aujourd'hui, et on précisera ce qu'il y a derrière cette idée de temps long. Le sous-titre de l'ouvrage que vous venez de faire paraître est donc un climat de soins. Et ce climat, il est à la rencontre, à la croisée de beaucoup de disciplines, la philosophie, l'éthique, mais également la géographie, l'urbanisme, le design évidemment. Et ce sont tous les auteurs qu'on peut retrouver dans cet ouvrage collectif que vous avez co-dirigé. Mais avant d'entrer peut-être dans la précision, qu'ont à faire ensemble l'éthique, le design, le soin? Pourquoi avoir choisi de mêler toutes ces disciplines, Antoine? Bonsoir à toutes et à tous déjà. C'est vrai qu'on se demande bien ce que vient faire le design dans cette fichue affaire. Alors peut-être pour replacer un petit peu de contexte, en fait, alors je vais revenir très en arrière, mais ça me semble vraiment intéressant parce que ça donne l'élan du travail qu'on fait avec Cynthia Fleury. En fait, au départ de la naissance du design, qui est finalement assez récente, qui est le 19e siècle, alors on peut dire que c'est soit le milieu du 19e siècle avec les premières expos universelles, avec le Crystal Palace, etc., soit un peu plus tard. Et nous, c'est notre date de référence qui est plutôt William Morris. Donc William Morris qui va créer, avec notamment le philosophe Engels, mais aussi avec tout un ensemble de penseurs comme Ruskin à l'époque, un travail qui va un peu définir ce que pourrait être une pratique du design, qui serait un dessin à dessin, EIN. Un dessin à dessin. Et à ce moment-là arrive en fait une espèce de grande controverse sur la naissance de ce design, qui est: est-ce qu'on va aller vers le service à l'industrialisation, ou est-ce qu'on va aller à quelque chose qui est justement une réflexion de conception créative sur les dessins qu'on souhaite pour la société. Donc pour nous, c'est forcément un départ et un support très important. Alors on voit que bien sûr, après, l'histoire n'a pas donné raison, en tout cas sur le siècle qui va suivre, à Ruskin, mais plutôt à l'autre partie du design qui va être d'embellir des objets pour faire des chaises et des chaises et des chaises et des endroits et des lieux et des objets, etc. Et servir un petit peu oui, le libéralisme, le capitalisme, la production, pour ce qu'appelait le philosophe Damien Huyghe, essayer d'aider à vendre le surcroît. C'est-à-dire qu'on commence à savoir produire plus que la demande,
Et cette histoire commence avec, par exemple, les abattoirs à Chicago. On commence à savoir produire plus de vaches et de bœufs qu'on ne consomme de viande, et on se demande comment on va pouvoir faire consommer toute cette viande. Et donc arrive tout un tas de métiers qui sont là pour pousser à la consommation. Et le design, malheureusement, en fait partie, j'allais dire. Donc il part dans cette direction-là en majorité, mais il y a toujours un fil ténu qui va rester tout au long du développement du design, à travers un certain nombre de penseurs et d'acteurs du design qui vont essayer à chaque fois de voir comment ce dessin EIN, social et environnemental, peut rester vivant. Alors en France, on peut par exemple citer Charlotte Perriand, qui va être très présente dans son implication là-dessus. Vous avez peut-être en tête les grandes fresques qu'elle a dessinées sur la misère de Paris pour essayer de mettre le contexte dans lequel elle va travailler, et tout son travail justement sur des projets extrêmement pérennes, extrêmement durables, sur des projets en montagne qui ne vont pas, j'allais dire, amplifier la destruction de l'environnement, qui sont posés de façon assez simple. Vous pensez peut-être à ce refuge, à ce tonneau, là, vous voyez peut-être une espèce de cylindre un peu métallique. Donc voilà, il y a toujours eu un certain nombre de designers, en France et ailleurs, qui vont garder ce fil tenu jusqu'à les années 90-2000, où il y a vraiment une vraie pratique d'un design social qui va émerger. Alors d'abord plutôt en Angleterre, et notamment à destination des personnes les plus vulnérables, des réfugiés, etc. Donc le design, comment il va se mettre, j'allais dire, plutôt au service de ces situations-là, de cette vulnérabilité-là. Il va y avoir des débuts de recherche qui vont être faites là-dessus. Donc on va reposer le design dans un centre un peu différent que celui du management et de la production. Et c'est là que va arriver le design de service pour commencer. Et puis aujourd'hui, ce qu'on peut appeler un design de relation, un design de situation, de milieu. Finalement, le designer, moi j'ai jamais dessiné une chaise de ma vie, c'est quelqu'un qui va plutôt dessiner des contextes. Et ces contextes, on peut choisir à quel dessin ils sont destinés. Et nous, bien sûr, en rencontrant Cynthia, ce dessin, c'est le soin. C'est vraiment ce qui nous a... Quand on s'est rencontrés, on s'est, pour nos travaux, là où on était chacun, il y a 7 ans, elle à la chaire de philosophie à l'hôpital, et moi dans le collectif que j'animais, on sentait bien qu'il y avait cette question du relier le penser et le faire qui était très importante. Elle voulait pouvoir expérimenter ce qu'elle portait au sein des hôpitaux, et nous, on souhaitait avoir une éthique plus forte sur les projets qu'on amenait. Donc c'est vraiment comme ça que ça a commencé à se décliner. Et puis avec Cynthia, ça va très vite. Donc quand on s'est rencontrés, quand on s'est dit qu'on s'entendait, on a tout de suite mis en œuvre un tas de projets et de recherches que tu as cité, Cédric, mais aussi des projets directement au GHU en psychiatrie, des choses assez concrètes qui nous ont permis de mettre en place cette recherche et cette pratique, et de passer par des temps qui sont ces temps d'écriture, qui sont un petit peu, après 50 séminaires, de se dire comment on peut poser un petit peu ce qui est arrivé pendant ces 5 ans, où on faisait intervenir tous les mois un chercheur dans un domaine sur cette thématique du dessin, du design, du soin et des éthiques. Et donc cette charte dans un premier temps, et puis après ce livre au PUF qui est plutôt une somme un peu qui enveloppe la question, comme tu le disais, par plein de disciplines différentes. Excusez-moi pour cette introduction un peu au long cours. Alors dans la charte comme dans le nouvel ouvrage, il y a donc ces 10 points que vous avez définis ensemble qui sont des sortes de biens communs qu'il faudrait préserver, en tout cas sur lesquels on ne devrait pas avoir qui ne devraient pas être émiettés, effrités, attaqués. On l'a cité, il y a le silence, l'horizon, le droit à l'expérimentation, le soin aux morts, tout ça est très large, très vaste. La furtivité qui donne le titre à l'ouvrage, parce que Verstollen, c'est furtivement en allemand. Quels sont les éléments qui lient tous ces points-là? Qu'est-ce qui lie l'ensemble de ces points? Je pense que c'est l'intérêt d'une charte. En fait, quand on a commencé à se dire qu'on voulait écrire un texte court qui permettait de poser un peu ce à quoi on croyait et ce qu'on ne voulait pas qu'on nous vole dans ces conceptions de situation, on a commencé à mettre au sol, en fait, ce que font beaucoup les designers. Donc moi, en premier, des espèces de cartographie un peu sensibles de tous les contextes et situations et concepts par lesquels on était passé. Donc ça prenait toutes les formes des interventions qu'on avait eues pendant le séminaire, mais aussi des projets qu'on faisait, mais aussi des pensées qui nous reliaient. Et puis dans ce contexte-là, on a choisi, on a fait un choix, on a choisi en se disant, en fait on ne veut pas une recette, on n'a pas la recette nous.
On n'a pas la recette, on veut pouvoir poser des points qui nous semblent pour nous vraiment importants, mais ces points, ils peuvent être de niveaux très différents. Par exemple, si on dit les 4 fonctions du silence, c'est très pragmatique, c'est très clair, cette question du silence comme santé, comme soin, à la fois en termes thérapeutiques, mais en termes aussi démocratiques. Mais si on parle par exemple de l'expérimentation, ben là on parle plutôt d'une méthode, on parle d'autre chose. Si on parle de la vue, on parle à la fois de préserver une vue, préserver quelque chose de concret, on veut avoir la vue de chez soi, on va avoir une vue sur quelque chose, on va avoir, etc. Mais aussi la projection qu'on peut se faire de toujours garder un horizon pour soi, avoir toujours une issue sur ce qu'on est en train de faire, etc. Donc finalement, ces points, ils se sont posés de façon comme ça assez hétérogène, je vais dire. Et le fait qu'il y en ait 1 ou 10, en fait il y en a 10, mais il ne sait pas, d'abord on fait ça, puis après on fait ça, puis après on fait ça, puis après on fait ça. Et on a souhaité que ça se présente sous la forme d'une charte, mais plutôt en référence à d'autres chartes de conception. Ruskin avait écrit une charte d'architecture qui s'appelle Les 7 lampes de l'architecture. Le Corbusier a fait la charte d'Athènes. Après, on a eu la charte d'Alborg. Il y a tout un tas de chartes de conception qui ont été pensées par des architectes ou autres et qui donnent un peu des... Ouais, c'est pas vraiment des méthodes, c'est plutôt des inspirations, des clés de réflexion qu'on a souhaité défendre à travers cette charte. Parmi ces points, il y a donc le temps long. De quoi s'agit-il ? Alors le temps long, moi je vais vous l'expliquer d'un point de vue du designer, et puis Cynthia fera son travail de philosophe. Mais c'est marrant parce que quand on est arrivé à ce temps long, je ne sais pas si on peut faire ce petit exercice. Souvenez-vous d'un moment pour vous qui était un temps long. Et on a fait cet exercice et on a tous personnellement des moments qui ont été des temps longs pour des raisons qui sont pas forcément de la situation architecturale ou de l'objet qu'on avait dans la main, bien sûr, mais plutôt d'une situation intime. Alors moi, je vais vous citer 2 temps longs qui m'ont frappé quand on a réfléchi à ça. La première fois, c'est quand une personne très chère m'a demandé à un enterrement de jouer la pièce de John Cage qui s'appelle 4 minutes 33. Donc c'est une pièce où on ne joue rien, et il faut juste compter dans sa tête 4 minutes 33. Donc dans cette situation d'enterrement, face à des gens que je ne connaissais pas, qui n'étaient pas au courant, c'était très 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 long. Sachant que John Cage, voilà, c'est exactement ça. La musique de John Cage, c'est ce qui se passe dans le public. Donc c'est par exemple ce rire. Bon, dans un enterrement, il y a moins de rire que ça. Mais c'était ça, pour moi, ça a été un temps long, qui a pourtant été très court, 4 minutes 33, mais qui avait une infinie, j'arrivais pas, j'étais à 3 minutes, ça, tu tiens. Ça, bon, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe dans ce moment-là ? Et puis l'autre temps long, c'est la première fois qu'on a mis les pieds dans la commanderie hospitalière qu'on restaure dans la Creuse, qui date de 1180, et qu'on arrive devant ce bâtiment, donc à plus de 800 ans, et que d'un coup, ce que l'on pense pouvoir faire à l'échelle humaine s'effondre, et qu'on se dit, en fait, là, on est juste un petit passage dans ce temps long de ce bâtiment qui est encore là, qui a vécu déjà tant de modifications, etc. Puis nous, on va faire notre petite pierre, on va faire ce qu'on peut. Puis après, ça durera. Donc ces expériences de temps long, en fait, elles sont très intimes. Et il y a un autre truc qui est important, c'est que dans la question du design, le design industriel a toujours essayé d'accélérer ce temps. C'est-à-dire l'accélérer le temps, alors par l'obsolescence, par exemple, programmée, mais la machine accélère la fabrication du produit par rapport à ce que peut faire le corps. Si vous prenez n'importe quel savoir-faire artisanal, comme par exemple tourner une pièce de bois, tourner de la céramique, un artisan peut faire un certain nombre de pièces par jour. À partir du moment où vous inventez la machine qui tourne, donc qui reproduit ce geste de façon plus rapide, vous accélérez, vous dépossédez l'artisan de à la fois son corps et sa vitesse, mais vous accélérez la production de l'objet, puis vous pouvez en produire. Donc cette question du temps, sur la question du design, elle est très importante en fait. Elle est assez centrale dans les choix qu'on peut faire, dans la manière dont on conçoit les choses. Est-ce qu'on veut s'assurer que ça soit durable, réparable, transmissible, quelle valeur ça a? Ça, c'est très clé dans la question de la production du design. Antoine, vous citiez la commanderie de La Vaufranche. Est-ce que vous pouvez dire quelques mots sur ce projet ? Alors ça fait partie des projets qui sont un peu au quotidien ce qu'on crée dans ce climat de soins. Donc nous, notre climat de soins, on l'anime par des projets un peu différents
qui sont là pour nous envelopper, enfin pas nous, pas Cynthia et moi, mais nous envelopper tous dans des situations qui nous permettent de réfléchir à cette question du climat de soins. Donc il y a la commanderie de la Vaufrange, qui est une commanderie hospitalière, sur laquelle on est en train de monter notamment des pôles de réflexion sur l'hospitalité contemporaine, historique, etc. Mais ça peut être plein de projets. Je vous invite à suivre. Alors, vous pouvez noter, parce qu'il y a plein de trucs, on a besoin d'aide, de soutien, etc. Il y a un très beau projet qui est porté par le 3 Bicef, qui est un centre d'art dans l'hôpital psychiatrique de Aix-en-Provence, qui est un centre d'art qui date de 40 ans. Au départ, c'était des patients et des soignants qui l'ont mis en place, et où on développe des webinaires et toute une approche sur comment on peut travailler sur la question de l'art, du soin et de la citoyenneté, donc au sein des lieux de soins. Donc on fait des tours de France et d'ailleurs pour aller repérer des lieux qui lient cette question du soin et de la création et voilà, d'essayer de voir comment on peut les relier. On est en train de lancer, pareil, sur la même thématique, un tiers-lieu en santé et en musique avec la chef d'orchestre Claire Gibault, que vous connaissez peut-être, qui est une grande chef d'orchestre française, et qui va installer son orchestre au sein de l'hôpital psychiatrique de Bourges, avec un tiers-lieu sur justement quel est le lien entre la psychiatrie et la musique, comment on peut relier des savoir-faire de médecins, de psychiatres, avec des savoir-faire de musiciens. Donc on a plein de choses comme ça qui englobent la commanderie. La commanderie est un des projets, mais on essaie surtout de relier le plus possible toutes ces initiatives qui nous semblent faire résonner ce qu'on défend dans nos ouvrages. Je crois qu'à la commanderie, en dehors des séminaires, des ateliers de réflexion que vous pouvez avoir, vous avez aussi le projet de créer une forêt comestible. Donc là, sur le temps, pour le coup, quand on crée une forêt sur le temps très long, comment ça se passe ? Ça se passe bien. Ça se passe bien parce que ça a déjà bien commencé. Moi, j'ai débuté ça il y a 7 ans. Donc le principe de la forêt comestible, c'est recréer une jeune forêt, c'est-à-dire qui laisse passer la lumière jusqu'au sol, avec tous les types de sujets. Moi, j'aime bien dire que les végétaux sont des sujets, c'est comme ça qu'on les appelle en botanique. Tous les types de sujets, du couvre-sol jusqu'à la canopée, et en choisissant que des sujets qui sont comestibles. Donc ils peuvent être comestibles pour leurs fruits, leurs feuilles, leurs sèves, etc. etc. Et il y a un très bel ouvrage qui s'appelle Le Jardin-Forêt, je crois. Le Jardin-Forêt comestible, qui est un ouvrage, une bonne somme comme ça, anglaise, et qui montre de façon très pratique quels sont les végétaux, pourquoi il faut les mettre les uns à côté des autres et comment protéger des vents, etc., etc. Donc on a débuté ça il y a 7 ans maintenant. Donc au bout de 7 ans, on commence à avoir des premiers fruits. Mais ça, pareil, c'est quelque chose qui est un travail de longue haleine et qui permet aussi de se remettre dans ce temps long du végétal. Il y a des très beaux... Vous connaissez sûrement Gilles Clément, qui est quelqu'un qu'on suit beaucoup par rapport à ça, qu'on cite dans nos ouvrages, sur son jardin en mouvement et toutes ces pratiques, d'essayer de voir comment finalement l'interaction qu'on a avec ces environnements sont dans un mouvement de soins et de respect de la vie elle-même des végétaux. Vous citez au début de l'ouvrage, dans l'introduction, l'exemple fictionnel de Rabelais de l'abbaye de Thélème comme un modèle pour la Vaufranche, avec cette formule qui était une espèce de mantra de l'abbaye, fais ce que tu voudras, pas au sens d'une invitation à l'oisiveté complète, mais au contraire de se fixer à soi-même ses propres règles, ce qui est en fait très, très ambitieux. Vous disiez que quand vous étiez arrivé à la commanderie, on pouvait avoir le sentiment de s'effondrer face au temps long qui se présentait devant nous. Comment est-ce qu'on fait pour se fixer ces règles et ne pas désarmer, baisser les bras face à l'immensité du travail? On viendra ensuite à la protection du temps long dans la sphère politique, mais déjà sur ce lieu plus particulièrement. Je ne sais pas trop comment on fait pour ne pas baisser les bras. Parce que des fois, les bras me baissent. Ce qui est intéressant dans l'abbaye de Thélème, c'est que finalement, toute la description, elle est une description d'un espèce de bâtiment à la fois onérique et réel. Donc avec, je ne sais, 957 chambres, des tours qui montent mais ne vont nulle part, etc., etc. Donc à la fois, moi ce que j'aime beaucoup dans ce texte et le parallèle qu'on peut faire à ce travail, c'est qu'on est à la fois dans le réel et en même temps tout le temps dépassé par l'infini de la tâche
et dépasser par l'infini de la non-connaissance. C'est-à-dire qu'on fait des descriptions de bâtiments qui paraissent très précises, en fait, dans lesquelles on ne peut pas circuler, dans lesquelles on ne sait pas comment ça fonctionne, dans lesquelles on ne sait pas comment les gens fonctionnent entre eux. Donc à la fois cette question de la connaissance et de cette question de compagnonner avec tout ça, en acceptant que parfois on ne sait pas, on est dans le flou, on tâtonne, et puis parfois on a un peu des fulgurances, parce qu'il y a quelque chose qui aboutit un peu plus qu'une autre chose. Mais par exemple, à la commanderie, on a restauré notamment, il y a une chapelle avec notamment des fresques qui sont classées de 1180. Ça fait très ancien pour des fresques, qui avaient été protégées par de la chaux quand ce lieu avait été transformé en ferme. Voilà, ça a mis 5 ans, ça, mais on y est arrivé, quoi. On est arrivé petit à petit à trouver comment monter cette protection avec la DRAC, etc. Donc, on a eu beaucoup de moments de grand désarroi par rapport à l'avancée de tout ça. Vous employez le verbe compagnonner. Le compagnonnage, c'est l'un des points de la charte qui englobe un peu tous les autres. De quoi s'agit-il dans votre esprit? Alors, le compagnonnage, déjà, si on pense aux compagnons, il y a faire et se faire, qui est quand même un truc vraiment très, très intéressant. C'est-à-dire comment la pratique, par elle-même, notre pratique philosophique ou de design concrète, de création, etc., nous fait autant qu'elle fait. Et accepter que cette espèce d'échange entre ce terrain de travail et ce qu'on est va nous modifier autant qu'on va modifier le terrain. Ça, c'est quelque chose qui est très fort. Puis après, dans le compagnonnage, moi, il y a quelque chose que j'aime bien, c'est que ça permet de définir une espèce de... Voilà, ce soir, c'est vous, nos compagnons. Et puis peut-être que parmi vous, il y en a certains qui vont rester sur certains sujets avec nous, aider, transférer, nous amener d'autres choses. Nous, on n'est pas les centres de ces sujets. Et puis à un moment, chacun va avoir besoin peut-être à un moment de partir ailleurs, de s'échapper de ça, de retourner à une forme de furtivité par rapport aux projets, aux engagements qu'on peut avoir, vous, nous. Et cette espèce d'atmosphère dans laquelle on essaye de travailler, c'est ce compagnonnage. Donc le compagnonnage, on le crée par des événements comme ça, mais par les formations qu'on fait, où à chaque fois, les étudiants qu'on forme, ils ont eux-mêmes leur propre terrain, parce que souvent c'est des gens qui viennent plutôt de lieux de soins, qui s'intéressent plutôt à la question justement de la conception dans les lieux de soins. Puis sur leur terrain, ils vont ramener ces savoirs, ces expériences, et puis ils vont les ramener aussi vers nous. On va voir comment on peut, et c'est la question de la recherche qui anime aussi beaucoup la chaire de philosophie à l'hôpital, c'est comment on met aussi en recherche, de façon académique, ce qui est en train de se passer, pour essayer de comprendre pourquoi ce compagnonnage il fonctionne, pourquoi il ne fonctionne pas. Donc il y a quelque chose de ces allers-retours, vous voyez qu'avec mes mains, je n'arrête pas de faire ça, c'est qu'il y a vraiment quelque chose comme ça qui, à la fois, amène à soi, puis laisse partir, et puis nous on fait pareil, on ressort, il y a des moments où il vaut mieux sortir des situations si on n'y arrive pas, et puis on rentre par un autre endroit, mais de garder cette espèce de souplesse un peu enjouée qu'on essaye de garder sur les projets. Je pensais à la notion de compagnonnage aussi vis-à-vis du temps, puisque c'est notre sujet ce soir. Il y a plusieurs strates qui se sédimentent dans le compagnonnage. Il y a la transmission des savoirs, il y a l'œuvre qu'on fabrique pour le temps futur, il y a le travail qu'on fait sur le moment. Comment tout ça se compresse, concatène pour donner une forme à ce que vous appelez le temps long? Je pense que le temps long, il est fait à la fois effectivement d'années, mais aussi de pratiques, mais aussi de relations, de modes de relation avec les milieux avec lesquels on travaille. Et je pense qu'il y a une assez belle référence, qui est un texte dont on parlait juste avant dans le livre Éthique et Design, qui est l'arrivée de Cynthia Fleury, qui arrive comme ça, par hasard, qui enlèverait son manteau devant vous, comme ça, qui viendrait poser son sac à dos, et qu'on attendrait, mais qui apparaîtrait juste au moment où il s'agit de temps long, et on a besoin de la philosophe pour ça. Bonsoir Cynthia, merci d'être présente. Mais pour revenir à ce que je disais, qui fait quand même référence beaucoup au texte de Arthur Lockman dans cet ouvrage. Qui est donc un philosophe, mais qui est aussi charpentier. Voilà, et qui explique très bien justement dans ce qu'il appelle lui les éthiques du faire, comment on arrive à trouver la réalité du temps à passer suivant les terrains sur lesquels on est. Et il explique ça très bien, c'est-à-dire que si vous travaillez une poutre de chêne, vous n'avez pas la même vitesse d'exécution, la même attente de précision que si vous travaillez sur du hêtre ou si vous travaillez sur du buis.
et encore moins si vous travaillez sur du papier ou si vous travaillez sur du métal. Finalement, sur les terrains sur lesquels on travaille avec Cynthia, c'est exactement ça, c'est quel est le bon tempo qui nous permet de ne pas abîmer le terrain et d'être juste par rapport à sa capacité de travail et notre capacité de travail. Et Arthur le dit très bien sur cette question de la charpente. Un charpentier qui est perçu comme allant trop vite, en fait, il va faire des échardes, il va casser la poutre, il va la casser, il va l'abîmer. Mais s'il va trop lentement, en fait, il va passer un temps infini alors que la charpente n'avance pas et que la construction ne se fait pas. Alors Cynthia, pour vous dire un petit peu dans quelle optique on était, on avait présenté un petit peu quel lien avait le design, la philosophie et le soin. On est passé par ces étapes-là. Et puis on a présenté quelques-uns des points de la charte et je demandais à Antoine plus précisément le temps long, de quoi il s'agissait et pourquoi il était si important de le préserver comme un bien commun. Alors je vous cueille au débeauté, si je puis dire. Voilà, je vous mets un petit peu le contexte. Merci en tout cas d'être là, vraiment. Écoutez, le temps long, voilà, on en a besoin tous. Voilà, donc dans l'urgence, on va parler du temps long. Donc peut-être si vous voulez prendre un petit moment, on peut aussi. Non. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise sur le temps long, à quel point on en a besoin? Non, il faut le définir d'abord. On essayait de définir, alors Antoine l'a fait du point de vue du designer, et puis on se disait que peut-être du point de vue de la philosophie, on pouvait essayer d'élaborer un petit peu ce que c'était que cette notion de temps long et pourquoi elle faisait partie d'un des 10 points de la charte. Alors, je vais y aller en 2 temps. Donc sur la question je vais répondre à la question de la philosophie et à partir d'un caractère très presque personnel, mais qui est assez archétypal de simplement, si on prend qu'est-ce que c'est que le travail d'un enseignant-chercheur. Simplement ça, on voit que le temps long dans le travail d'un enseignant-chercheur, ce que je suis, et de n'importe quel enseignant-chercheur, et je dirais plus globalement de toute personne qui tente de faire un travail épistémologique, de théorisation. Mais épistémos, c'est tellement important parce qu'on sait très bien que de la manière dont on va porter un regard comme ça sur le monde, va surgir des problématiques qui nous permettent de comprendre ce monde et bien évidemment dans un deuxième temps de les transformer. Donc le temps long pour un enseignant-chercheur, ce qui est sincèrement, ce qui normalement est structurel de sa démarche et ce qui est de moins en moins structurel de sa démarche, puisque c'est une bagarre pour obtenir ce temps long sur les recherches, parce qu'on nous oblige pour des raisons obscures, et pas si obscures d'ailleurs, mais pour des raisons un peu stupides, de raccourcir ce temps long, alors que, encore une fois, moi je vois sur mes objets, mes petits objets de recherche, ça fait plus de 25 ans, 30 ans que je remets sans cesse cette chose sur le métier et j'ai besoin de ce temps long pour comprendre tout simplement des lois sociales ou que sais-je. Donc il y a des métiers et en fait tous les métiers dans leur dimension réflexive et donc dans la possibilité que le métier a de se penser lui-même, etc., ils ont nécessairement besoin aussi de ce temps qui n'est pas un temps managé par les normes sociales, qui est un temps qui s'extrait de ça. Donc ça, c'est quelque chose de propre aux enseignants-chercheurs, mais en fait, pas que. Et je pense que c'est en fait que ça traverse toute la vérité des métiers comme savoir-faire, savoir-être, etc. Et puis le temps long dans la charte, c'était ça, c'était de se dire nous on voulait faire cette charte comme une traduction un peu sensorielle, émotionnelle, en tout cas d'essayer de raconter à ceux qui en tout cas s'occupent des politiques publiques, d'aménagement du territoire, etc., de tous ceux qui forment cette grande administration du génie civil, ou je ne sais pas comment on peut l'appeler, ou du génie public, de leur dire, écoutez, les règles, les lois, tout ça, c'est absolument déterminant, mais en fait, il y a peut-être une manière plus simple de se rappeler ce que l'on doit faire, et c'est par un certain type de vécu à préserver, et puis après, je dirais que les règlements, les aménagements, etc., on trouvera, mais essayons de se dire qu'est-ce qu'on veut préserver, quoi.
Et cette question du temps long, en fait, ça me fait penser à Jacques Rancière et le philosophe et ses pauvres. Enfin, le temps propre, parce que c'est malgré tout le temps long travaille avec le temps propre, c'est-à-dire pas le temps à soi au sens de possession, mais le temps qui permet de construire un sujet. Et c'est quand même un peu ça, aussi le temps long, de dire, en fait, c'est une affaire politique et c'est pas qu'une affaire purement individuelle, intime, psychique, etc. À un moment donné, il y a les conditions de possibilité du temps long pour les uns les autres. Et puis en plus, alors sans parler du fait que dans le tournant anthropocénique qui est le nôtre, blablabla, de fait, c'est là pour le coup obligatoire au niveau démocratique. Donc voilà, c'était tout simplement de rappeler ce bien commun-là. C'est vrai que c'était un peu la prolongation de ma question, mais finalement, à partir de quand est-ce que le temps devient long? Qu'est-ce qui fait qu'il est long? Est-ce que c'est la constitution du sujet qui permet ça? Est-ce que c'est le temps de l'expérience? Est-ce que c'est le temps de l'expérimentation plutôt? Enfin, voilà, à partir de quand le temps devient-il long? Peut-être juste pour compléter et laisser un petit peu souffler Cynthia. Par exemple, dans cette pratique du temps long, on avait fait un exercice lors de la capitale mondiale du design. Là, on avait travaillé sur une exposition sur la question du design et du soin. Et dans l'exposition, il y avait une grande fresque qu'on avait réalisée qui reprenait un siècle et demi de liens entre les humanités, le design, l'architecture, et notamment en termes de référence au moment des grandes failles. Donc les grandes failles sociales, énergétiques, politiques, etc. Pour essayer de notamment sortir d'une espèce de précipitation du présent qui serait de dire maintenant on sait qu'on a tel problème, donc on fait comme si rien n'avait existé, et puis on repart de zéro pour faire de la conception de situations, pour faire des nouveaux projets, des outils, des solutions, des solutions. Et finalement, en remettant tout le monde dans ce contexte d'une histoire, d'un temps plus long, on arrivait à se dire par quoi on passe, quelles sont les références qu'on veut tenir et qui amènent à ce dont parlait Cynthia, c'est un peu ce qu'on va absolument tenir sur ce temps-là, qui est nécessaire pour la compétence de création et de conception sur les politiques publiques, par exemple. Oui, et pour aller dans le même sens, à partir de quand on ressent ce temps long, déjà, je dirais, dans ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire la possibilité de la réflexivité, donc de la réflexion, c'est-à-dire la possibilité de dire, mon Dieu, tiens, je ne fais pas que agir, j'ai aussi la possibilité de me décaler et de regarder et d'amender. Et donc, en fait, le temps long, il commence déjà dans cet écart, dans cette possible dissociation de ce que Hartog appelle le présentisme ou des choses comme ça. Donc ça, c'est un premier point. Un deuxième point, c'est bêtement aussi le sentiment expérientiel, de faire expérience, de pouvoir faire expérience. Donc le temps long, comme ça, c'est aussi la possibilité de digérer, de faire un retour d'expérience, de se voir en train de faire. Alors ce qui est la même chose que la réflexivité, mais je dirais que la réflexivité, c'est sur un côté un peu théorique, conceptuel, et puis le vécu, c'est de ressentir, d'incorporer ce qui est en train de se faire, de se dire, tiens, c'est pas simplement qu'un moment de pensée, c'est un moment de vie. C'est quelque chose qui, tout d'un coup, vient me nourrir différemment, etc. Donc je pense qu'il y a de ça dans ce temps long. Le fait aussi d'attraper la dynamique un peu métamorphique. Voilà, c'est-à-dire bêtement de voir les choses évoluer et pas simplement subir, etc., etc. Voilà, donc il y a plusieurs manières d'attraper ce temps long. Le philosophe Art Rosa a théorisé l'accélération. Et un petit peu comme un remède ou comme une réponse à l'accélération, il a écrit un autre ouvrage qui est donc La résonance. Est-ce qu'il y a un lien entre le temps long et la résonance, ou entre le design et la résonance? Oui, il y a comment dire, il y a très clairement un lien, puisque la résonance, c'est ça, hein, c'est la capacité de faire expérience, c'est la capacité à un moment donné aussi de s'ancrer, de ne pas avoir un sentiment de morcellement permanent ou d'effondrement. Je pense qu'il y a aussi des questions possibles
d'apaisement, en tout cas de plénitude. Donc oui, la résonance nécessite de toute façon de reprendre la main sur les régimes de vitesse, sur la cinétique, et de comprendre que, encore une fois, le mouvement ne peut pas être exclusivement de l'accélération, que c'est même délirant, stupide, ça n'a aucun sens. Oui, donc ça, et je repensais à, puisque je ne sais plus, je sais plus, ça doit être une doctorante, enfin je ne sais plus, et qui travaille sur les deep, c'est pour ça que je dis ça, les deep tech. Donc, on sait tous aujourd'hui tout ce qui concerne les deepfakes, etc. Et c'est terrible, c'est de voir que, bien évidemment, demain, un des grands enjeux de l'intelligence artificielle et des technologies, c'est bien évidemment d'aller sur cet artefact, de construire une résonance qui n'en est pas une. Et de dire, en fait, nous, il faut entendre le deep, je pense, au sens profond du terme. C'est-à-dire qu'en gros, tiens, on va aller aussi attaquer non seulement les régimes d'attention, mais les régimes de profondeur. On va aller les attraper et pour faire croire que là aussi, il y a une manière, alors qu'on a détruit intégralement les temps ici ou là, tiens, je vais te mettre sous un casque et puis je vais te redonner une possibilité de t'ancrer et de faire profondeur, alors que par ailleurs, vous voyez ce que je veux dire. Donc il y a cette façon encore toujours de chipper le ballon au symbolique, parce que le grand territoire de la résonance, de la profondeur, c'est quand même le territoire de la symbolisation. La technique, elle est là. Alors je dis ça et j'adore la technique, hein, donc c'est pas encore une fois, c'est pas un problème de technophobie, mais c'est quand même de voir le danger tout de même. Et puis effectivement, sur la résonance, dans la question du design, vous pouvez regarder un peu le travail de Pierre Lévy, qui est un chercheur et qui a la chaire de design au CNAM, qui a beaucoup travaillé sur la question de l'imperfection et justement de la résonance qui arrive par l'objet, puisqu'on parle de design, prenons-le là sous l'angle de l'objet, c'est ce que vous connaissez tous, c'est-à-dire peut-être de se dire que vous êtes plus attaché à une pièce réparée ou cassée ou ébréchée qui a appartenu à votre grand-père ou votre grand-mère qu'à quelque chose que vous allez acheter même dans la plus belle des boutiques. Et pourquoi ? Parce que cette résonance, elle va notamment dans la pratique, et notamment au Japon, qui est très impressionnante. Par exemple, vous pouvez penser aux techniques du kintsugi, qui sont de réparation, qui montrent les fractures des objets en les réparant avec de la résine d'or, ou des très grands savoir-faire et trésors japonais, par exemple en poterie, qui vont construire des fours dans lesquels, je sais pas, ils ont décidé de produire une centaine de pièces en poterie. Ils vont construire des fours pour faire 10 000 pièces, jusqu'à avoir la possibilité que ce soit l'imperfection et la non-maîtrise qui leur permettent de choisir la pièce qui va faire le plus de résonance par rapport à ce qu'ils cherchent. Donc il y a quelque chose d'assez intéressant dans ce qu'on peut, de poétique, dans ce qu'on peut essayer de chercher à travers du design et de la résonance. Vous le mentionnez à l'instant, et puis vous l'avez mentionné aussi, Cynthia, il y a dans le temps long l'idée de l'expérimentation et de l'adaptation, la recherche par la répétition aussi de la meilleure œuvre. C'est une vision anti-solutionniste, anti-présentiste. Vous l'avez développé à travers un autre concept qui est le POC, le Proof of Concept. C'était une importation d'une idée américaine, je crois utilisée à la NASA d'abord, et que vous avez un petit peu dévoyé pour en faire le Proof of Care. Alors, est-ce qu'on peut dire deux mots de ces notions-là et en quoi elles ont un lien avec l'expérience du temps long? Alors, ouais, sur le Proof of Concept. Ouais. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans cette... donc, on a ensemble conduit une thèse sur cette thématique-là. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est de voir à quel point, finalement, si on parle de design, si on parle de ce qu'on essaye de faire, on est dans ce qu'on appelle les sciences de la conception. Donc, dans les sciences de la conception, il faut aller se cogner aux sciences de la conception pour savoir comment sont dites les choses dans les sciences de la conception. Donc les proof of concept, qui sont effectivement un angle des sciences de la conception, qui sont sur une échelle de validation d'une conception d'abord portée par la NASA. C'est un moment où on peut passer à l'étape d'après. On se dit on a validé
que la technologie qu'on va employer pour envoyer tel truc sur la Lune fonctionne. Et c'est donc vers cette technologie qu'on va développer le projet de la turbine numéro 5 du réacteur numéro 3. Donc ça, c'est une échelle de conception. Et finalement, en se confrontant à ça, on s'est dit, nous, notre intention, elle est claire. Elle n'est pas le concept, elle est le soin. Donc est-ce qu'on peut se dire qu'on peut se mettre sur des échelles de conception et amener une dimension qui est de dire, nous, ce qu'on veut, c'est prouver le soin. Le concept, peu importe. Est-ce que ça fait du soin? Est-ce que ça crée du soin? Donc c'est avec ce parallèle-là qu'on a commencé à réfléchir, en expérimentant beaucoup dans des lieux de soins et ailleurs, pour voir si cette expérimentation pouvait faire preuve de soin. Donc c'est comme ça qu'on est arrivé à cette idée-là. Oui, et puis sachant que le Proof of Care a peut-être avec la différence. Il faut savoir que le Proof of Concept, il respecte différentes règles, dont notamment la frugalité. C'est-à-dire que ce n'est pas un niveau le plus sophistiqué du prototypage. C'est quelque chose qui fait preuve avant. Et c'est ça, ça nous intéressait aussi, d'avoir la possibilité de faire preuve avec un régime de l'existant un peu caduque, quoi. Un peu, il n'y a jamais assez d'argent, il n'y a jamais assez de personnes, il n'y a jamais, voilà. Donc il faut qu'on puisse faire preuve avec un système léger. Donc ça, c'était un premier point. Et puis le deuxième point, c'est qu'on voulait à la fois produire, bien évidemment, un prototype. Je vous donnerai un exemple, un prototype qui va venir faire preuve de soin pour la personne qui est dans le prototype, mais également on voulait faire en sorte que cette expérimentation pour une équipe, quand elle pratique le Proof of Care, ça vient également la reconsolider dans son ethos d'équipe. Et donc c'est aussi une preuve de soin indépendamment que le Proof of Care marche ou ne marche pas. Il est pour l'équipe, et notamment l'équipe de soins, il est important. Et pour le coup, on a aujourd'hui, on a différents Proof of Care un peu partout. On en a un lourd avec Valérie Gâteau, avec Noémie Châtaignier, qui fait sa thèse aussi, Noémie, sur le Proof of Care qu'on développe au GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences. Je suis très heureuse d'ailleurs, parce qu'on était en mode DRCI tout à l'heure, donc la direction de recherche avec, Sainte-Anne, pour valider les différentes nouvelles étapes de ce Proof of Care, qui est un programme qui s'appelle SISUCO. Et c'est alors je ne sais plus c'est quoi les acronymes, mais en gros, ça va de la contention involontaire. C'est tout un travail de protocole alternatif à la contention mécanique et chimique. Bon. Et donc, comment ça va dans cette grande, aujourd'hui, question qui traverse toute la psychiatrie depuis la nuit des temps, mais qui revient de façon forte de dire c'est pas possible. Dire qu'on ne peut plus accepter d'être à ce point-là court sur les alternatives à la contention. C'est pas possible. C'est-à-dire que c'est... voilà. Donc, on comprend que peut-être il y aura toujours un point où on ne peut pas faire autrement, mais notre enjeu, c'est de faire tout pour faire autrement. Et tout. Donc voilà, donc on a avec Antoine co-designé, enfin pas nous deux, avec les patients, les soignants, les familles, etc., pendant X mois, des prototypes. Et puis surtout, notre enjeu, c'était de dire, il faut montrer que ça marche. Puisque donc on ne s'accepte pas de cette obligation de l'evidence-based. Et c'est très compliqué parce que nous, à la fois, si vous voulez, moi je défends l'evidence-based et en même temps je sais aussi les limites, comme beaucoup, de cette evidence-based. Donc comment on trouve les méthodos quali, quanti qui viennent faire que blablabla ça marche. Donc aujourd'hui on a des proof of care et c'est assez génial parce que pour le coup, on est en train de prouver que c'est validant pour les différentes pathologies qui traversent ces dispositifs de contenance volontaire. Et il y en a plusieurs, parce qu'on peut se contenir par le parcours verbalo-sensoriel, on peut se contenir par l'enveloppe, on peut se contenir par la décharge, donc plutôt le fait de faire marquer son corps quelque part, et etc. Enfin, il y a plein de possibilités. Et on voit aussi les équipes, comment les équipes sont transformées. Et Dieu sait si en ce moment, les équipes, il y a l'éthos du travail qui est quand même attaqué. Mais comment justement, lorsqu'on remet les équipes dans ce souci profond de la conception et de l'expérimentation, mais comment ça revitalise une équipe.
puisque tout d'un coup, elle a le sentiment de faire ce qu'elle doit faire, c'est-à-dire que d'être vraiment à son rendez-vous, de tester des choses, de faire émerger des choses. Et donc, et là, c'était bien parce que ça fait quand même 3-4 ans qu'on... Ça, j'allais vous poser la question, Ouais, combien de temps faut-il pour voilà, démontrer faut du temps long. Faut du temps long. Faut du temps long, faut des bagarres, faut beaucoup de choses. Et de voir qu'à un moment donné, ça y est, c'est-à-dire que cette grammaire que vous portez depuis un certain temps, à un moment donné, elle fait structure pour la structure. Ouais, c'est un petit moment agréable de dire quand même, bon, il y a un truc là sur la... Et c'est tellement essentiel sur la refonte de l'institution, si vous voulez. Les institutions perdent leur rapport de confiance avec les individus parce qu'elles ne font plus ce travail-là de légitimation de la conception à venir pour un monde meilleur, pour une vie meilleure, etc. C'est ça aussi le job d'une institution. Et donc là, je vois le GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences qui tout d'un coup attrape ça, pas qu'avec nous d'ailleurs, hein, avec le LABA, avec quantité de... Et on se dit, bon, voilà, c'est ça faire institution, c'est ça. C'était précisément la question suivante que j'avais. Dans quelle mesure l'expérience du temps long implique-t-il la conscience d'une responsabilité ? Ou autrement dit, est-ce que le temps long participe d'un processus de civilisation ? On parle beaucoup de décivilisation, notamment notre président. Peut-être qu'il y a là, dans le temps long, l'expérience d'un processus de civilisation qui passe par le savoir-faire, on l'a dit tout à l'heure avec l'artisanat, mais aussi avec la transmission des savoirs, et puis peut-être la réforme des institutions. Alors est-ce que, vous avez un peu répondu, peut-être qu'on peut confirmer cette hypothèse ou... Alors moi, de ma fenêtre de designer, qui est la mienne, déjà peut-être pour compléter ce que tu disais, je pense qu'il y a quelque chose effectivement dans cette pratique que je pense intéressante à mettre aussi en lien avec le temps long, c'est de le remettre en rapport avec son propre corps. Et ça, pour moi, c'est assez frappant dans les projets, c'est-à-dire que ce temps long, il vient aussi parce que l'expérimentation est une question de remise en jeu du corps dans les solutions qu'on va trouver. Pour expérimenter, on ne peut pas le faire sur un ordinateur, on ne peut pas le faire sur un tableur, on ne peut pas le faire sur une projection abstraite. Donc ça oblige tout ce qui est de l'ordre de la réification, qui serait de la programmation, qui serait juste de faire exécuter des tâches normées, ça ne marche pas. Donc à partir du moment où les gens redescendent sur le terrain, il se passe quelque chose qui est un peu un ciseau, une double pratique. C'est que d'une part, dans cette remise en place des corps, le corps, on a à peu près tous le même et on a des différences pour l'utiliser qui sont assez marquées. Donc finalement, que je sois, moi, issu du tertiaire et que j'ai l'habitude d'être sur des tableurs ou que je sois, au contraire, quelqu'un qui soit beaucoup plus à l'aise avec le bricolage, avec l'expérimentation, ça rebat un petit peu aussi les cartes du pouvoir de la conception. Et moi, je trouve que c'est un truc qui est vraiment intéressant dans cette question de rebattre les cartes aussi de ce temps long. Et ensuite, la deuxième chose, c'est que finalement, ces expérimentations, elles disent qu'on n'est pas en train de chercher un livrable, dans le sens où on n'est pas en train de se dire on a quelque chose où dans 2 mois, on veut avoir fini, puis on mettra en œuvre, et puis ça sera partout pareil, et puis ça sera déployé, industriel, etc. Je pense que ce temps aussi de l'industrialisation qui va dire tout pareil, partout, en tout milieu, ça n'existe pas. Et ça permet de remettre en œuvre une question de conception un peu permanente, d'écoute, de savoir-faire, de savoir de la nuit, là, comme dit ce beau livre, qui permet de laisser en place une espèce de moteur de réflexion et d'expérimentation qui, lui, peut s'inscrire sur un temps qui est un peu moins fermé, qui est un peu moins abouti tout le temps avec du livrable. Il est à tel point ouvert que finalement c'est aussi le dernier chapitre, le dernier volet du volume que vous venez de faire paraître, qui s'intéresse à la futurabilité, aux projections à l'avenir. Et puis il y a notamment un court essai qui est assez intéressant sur la question du design fiction, l'idée qu'on a des techniques pour inventer peut-être des futurs possibles et que ça n'est pas complètement abstrait, qu'il y a vraiment des façons de procéder pour faire naître les idées. Alors est-ce qu'on peut en dire quelques mots ? Le design fiction, c'est effectivement une manière de pratiquer le design, mais qui vraiment, dans cet article-là, tout le monde peut le pratiquer. C'est assez intéressant parce que c'est un peu un petit récit de manière de faire sur des problématiques qu'on a face à soi. Alors je donne 1 ou 2 exemples que j'aime assez bien. C'est, disons qu'on est en train de concevoir
allez, une table. Non, c'est pas très bon. Disons une table. Disons une table qui se plie. Je sais pas si on trouve un truc. Et vous pouvez la penser de différentes manières à l'avenir. Vous pouvez vous dire, si je la fais de façon très frugale avec les moyens du bord, en fait, elle ressemble à quoi? Qu'est-ce que j'ai autour de moi? Il me reste 2 tabourets rouges, un bout de porte-manteau, etc. Ou alors, si je la fais en pensant à une autre culture qu'une culture occidentale, comment je dessine cet objet? Ou si je la fais en pensant qu'elle est utilisée dans un environnement complètement différent, dans une piscine, comment je dessine cet objet? Et vous pouvez prendre en fait plein de situations que vous devez résoudre et faire comme ça cet exercice un peu de projection. Et l'exercice de projection de la fiction, il est là plutôt pour mettre à débat les solutions. Donc c'est un petit peu en amont, c'est ce qu'on fait dans les ateliers avant de passer en expérimentation. C'est-à-dire que c'est un petit peu en amont, on va aller chercher des ressources imaginaires qu'on a tous par des pratiques différentes et qui peuvent ouvrir des champs de potentielles expérimentations avec finalement des petites méthodes et des petits récits qui sont, vous verrez dans l'article, très concrets. L'article a été écrit par Nicolas Novak, un chercheur qui est aujourd'hui à Genève et qui est à l'origine designer, et qui va vraiment être... il a beaucoup travaillé sur l'enquête aussi. Qu'est-ce que c'est que l'enquête de terrain? Comment on regarde les choses et comment on essaye d'identifier quelles sont les situations et les micro-détails qui font que des situations tiennent ou ne tiennent pas par des objets, par des savoir-faire, etc., etc. Et là, c'est très pragmatique. J'aime beaucoup cet article aussi. Oui, 2 points. Lorsqu'on a parlé tout à l'heure du proof of care, on a oublié de dire, mais peut-être que vous l'aviez dit avant, une petite spécificité du proof of care, c'est que c'est que de la générativité du vulnérable. Alors, en l'occurrence, dans notre définition, mais comme on est les seuls pour l'instant à pratiquer le proof of care, je dirais, donc dans un autre temps, d'autres viendront donner d'autres définitions, mais en l'occurrence, donc la générativité du vulnérable, c'est-à-dire qu'on ne fait de la théorie de la conception qu'à partir du point de vue du plus vulnérable. C'est un point de principe. Je ne dis pas nécessairement qu'il faut faire ça, mais c'est le point de principe. Donc si on fait un protocole alternatif de contenance, on va travailler avec toutes les pathologies, l'autisme, la schizophrénie, etc. Enfin, les points de vue dits plus vulnérables pour concevoir le dit outil, même s'il y a les soignants, même si ceci, même si cela. Donc ça, c'est déjà un exercice de design très particulier, puisque c'est... alors, c'est plutôt du fait, puisque le seul fait en commun que nous ayons, c'est quand même la vulnérabilité. La fiction est plutôt du côté de l'autonomie, c'est une fiction régulatrice. Donc ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, vas-y, redis la question, puisque j'ai oublié. C'était comment concrètement, enfin l'idée c'était qu'on peut avoir des projections du futur qui sont abstraites et donc déconnectées, le deuxième point, voilà, exactement. Elles peuvent avoir une efficience, une efficacité. C'est revenu, donc je me dépêche pour l'attraper parce que ça peut repartir. Donc c'est ça, terrible, parce que je viens de basculer dans l'autre moment de la vie et je sens déjà les désastres. C'était absolument extraordinaire, ça. Ah bon, bref, je fais un point qui n'a aucun intérêt, Tu gardes le truc de, là, en gros, Red Team, et je vais revenir là-dessus. Je discutais avec Claire Marin, que vous connaissez peut-être, qui est une philosophe camarade, etc. Elle doit être pas loin de moi, je ne sais pas, en âge, on doit être pas très loin. Et on se racontait nos étés de désastre. Et on disait, tu as vu ce jour où, vous l'avez peut-être connu, vous, certains, ce jour où, très concrètement, tu as fait ça, quoi. C'est-à-dire que vraiment, en une journée, j'ai vu le truc. Et je lui dis, Claire, est-ce que c'est moi? Elle me dit, écoute, pareil, je l'ai vu. Je me suis vue ne plus voir le truc. Et je sais quel jour c'était. Et c'est terrible, quoi. Enfin, c'est terrible. Tu te dis, en fait, cette histoire cette histoire est commune, quand même. Cette histoire est... Nous sommes peu de choses, donc voilà. Donc, tout ça pour rigoler, mais le temps presse. Donc, tout ça pour dire que ça m'a... J'étais contente. Elle me dit, oui, pareil, désastre. Donc, cela dit... L'autre façon de faire du design fiction, etc., enfin, il y en a plein, mais notamment, aujourd'hui, on travaille beaucoup avec, et tu le sais bien, avec Damasio, etc. Donc,
C'est vrai que nous, moi je suis professeur associé à l'École des mines de Paris, et dans le cadre de PSL par exemple, il y a le programme Red Team pour ceux qui connaissent, j'en parle souvent, mais Red Team c'est un programme qui est porté par les armées et également par les science-fiction, c'est-à-dire ceux qui forment la Red Team, ce sont les écrivains de science-fiction et qui ont comme travail de scénariser les menaces à 2030-2060. Et en gros, on utilise à la fois ce qu'on appelle le cône de plausibilité, et donc il y a toute une série de modélisations pour penser dans l'univers du probable, du plausible, du possible, etc. Et d'avoir des strates comme ça, parce que c'est une chose, si vous voulez, de dire, bah, tiens, un implant neural ou neuronal, selon, puisqu'on dit les deux, c'est une chose, et puis c'est déjà le cas, si j'ose dire. En tout cas, c'est vu quand on regarde les travaux d'Elon Musk. Mais imaginons, il y a 10 ans, ce n'était pas encore totalement le cas. On était vers ce chemin-là. C'en est une autre de dire je vais serrer la main demain à un alien. C'est pas dans la même partie du cône de plausibilité. C'est pour ça que je vous dis. Or, les deux participent du possible. Bon, et donc, en fait, grâce aux science-fiction, moi je fais partie de la white team, c'est-à-dire tous ceux qui sont plutôt du côté de l'éthique, des principes, de théories, etc. Les militaires, c'est la blue team. Et la black team, c'est ceux qui sont dans les logisticiens, etc., etc. Et tout ce petit monde-là essaye de scénariser l'ensemble, effectivement, des menaces, etc. C'est vrai qu'on utilise très souvent, malgré tout aussi, la dystopie et l'imaginaire du pire pour construire le monde de demain, ce qui n'est pas totalement le cas de nous. Pour le coup, on fait un design fiction qui est beaucoup moins orienté par la question de la menace. Voilà, ce sera ma dernière question avant de prendre quelques questions dans la salle. Finalement, on vit une période de grande crise qui peut affecter notre rapport au futur. Comment le penser sans faire uniquement de la dystopie et essayer d'avoir Vous savez, c'est une vraie garder question. Espoir en quelque sorte, tout simplement. C'est une vraie question. Je vous invite à regarder. On a fait avec Isabelle Carré, avec Delphine Sobabert, et puis quantité d'acteurs, etc., avec une association qui s'appelle Faire lire et écrire, et qui travaille sur l'écriture créative. On a fait une grosse session, une très jolie session, vous la retrouverez, je ne sais pas où, sur le net, etc., à l'Académie française. Et donc, on a fait plancher, Delphine, Isabelle, etc., avaient fait plancher avec tout un rectorat d'école, de l'école, donc la primaire jusqu'à la terminale, jusqu'à la première, je crois, plutôt. Et donc, ils sont venus lire les textes et ils devaient plancher sur le monde de demain. Et je vous jure sur ma tête que donc ils ont entre 8 et 16 ans, 8-17 ans. Eh bien, il n'y a pas eu un texte non dystopique. Pas un. Et il y avait Amin Malouf qui était là et qui disait « mais c'est dingue, quoi ». Donc, pour vous dire à quel point, et là, ça bougera, bien évidemment, rien n'est irréversible, mais la porosité, nous tous, on est pris là, en ce moment, on est englués dans l'angoisse collective de... ce qui est bien normal en plus. Et donc tous, il y en a un, il avait 8-9 ans, il a une formule absolument atroce et terrible et géniale. Il dit, alors je ne sais plus, il était sur sa planète, je ne sais pas quoi, et il dit, tout est pollué et tout est gratuit. Je trouvais ça absolument génial. Je dis, mais c'est merveilleux comme formule. C'est exactement ça. C'est-à-dire que, tu sais, bon, une horreur. Donc, et tous ils racontaient comme ça un monde où il n'y a plus de fertilité, les hommes et les femmes ne se parlent plus. L'autre dirait ça ne changera pas, mais bon, quand même, etc., etc. La surveillance généralisée, l'aliénation des émotions, enfin, la chosification des êtres. Donc, c'est vrai que c'est... voilà, alors, justement, contre ça, alors là, pour le coup, je crois que vraiment la chaire de philo, c'était l'antithèse de ça, et la commanderie, etc., hospitalière de la Haute-Franche, c'est pareil. C'est-à-dire de se dire, bah non,
En fait, on est dans le transfert FAIRE, c'est-à-dire véritablement le compagnonnage et l'expérimentation. Et à partir du moment où on fait du compagnonnage et de l'expérimentation à l'instant T, en fait, oui, on endigue, on enferme cette dimension dystopique et en fait, on redéploie tout simplement de la puissance d'agir. Donc en fait, c'est extrêmement simple aussi de faire de l'utopique. C'est ça qui est terrible. Une forme de discipline. Une forme de discipline, et voilà. Et c'est vrai que le compagnonnage aide à ça, parce que parfois, il y a une espèce de fatigue, et donc c'est bien de constituer comme ça des alliances qui sont des alliances thérapeutiques, hein, d'une certaine manière, mais qui sont des alliances d'expérimentation. Et puis c'est vrai qu'on le dit souvent dans ces deux ouvrages, on ne veut pas lâcher la vie bonne, parce qu'autrement on va pas y arriver du tout. Donc c'est vrai que tout cet effort qu'on fait pour ça, il va aussi dans ce sens-là. Et puis je vous cite aussi autre chose, justement on parlait de l'école des mines. Moi ce que je ressens, c'est que finalement il commence à y avoir des pratiques un peu à des endroits où il y a encore quelques années on se disait bon, quand est-ce qu'on va y arriver, quoi. Et donc là il y a toute une expérimentation, tout un pôle de recherche qui va se créer, qui s'appelle le Bauhaus des transitions. Qui est quelque chose justement sur cette question de l'inconnu, sur cette question... bon, les choses arrivent, enfin, il faut qu'on continue d'y croire, mais les choses arrivent aussi dans ces liens de recherche et de conception et de design, et heureusement. Merci beaucoup. On va prendre peut-être quelques questions. Y en a-t-il? Oui, monsieur? Oui, je voulais savoir, vous citiez les furtifs et... Attendez, je crois qu'un micro arrive. Je pensais à Damasio, puisqu'il a fait ce livre qui s'appelle Les Furtifs, dans lequel il y a tout un aspect de dystopie au début, parce que c'est vraiment un monde oppressant, avec seulement certains personnages qui essayent d'aller vers autre chose et qui s'échappent avec une mutation, avec une transformation du corps en s'invisibilisant, etc. Et donc, dans votre projet global, vous étiez un peu en train d'en parler, mais enfin, ça va aussi du côté de ce que je fais moi comme recherche, parce que je suis enseignant-chercheur en cinéma, en histoire du cinéma, et sur l'histoire de la science-fiction, on voit que depuis les années 70, c'est 99% de dystopie. Donc comment redonner ce souffle? Alors Damasio, il le fait un petit peu, je trouve, mais comment est-ce que vous arrivez à croiser cet aspect fictionnel avec plus de concret qui pourrait donner de l'espoir à plus de monde, parce que l'exemple que vous avez donné avec ces enfants qui n'ont qu'une vision négative, c'est assez terrifiant. Mais donc concrètement, est-ce que voilà. Alors, en même temps, je vais faire un pas de côté, mais vous voyez, ces enfants, ils sont venus, ils ont raconté ce monde de demain atroce. Bon, malgré tout, qu'est-ce qui avait été le plus déterminant dans cette histoire? C'est pas tellement la verbalisation sur le pire, etc. C'était la possible verbalisation de qualité sur le pire. C'est terrible à dire les choses comme ça, mais pourquoi? Parce que comment ça s'est passé? Il faut revenir un peu en amont. Tous ces enfants, ils ne voulaient pas écrire. C'était ça la dystopie. By the way. C'est ça là la vraie dystopie. Ils ne voulaient pas écrire, machin et tout. Ils se sont fait traîner par le fond de culotte pendant l'été à des ateliers d'écriture créative où ils disaient mais qu'est-ce voilà. Et puis ils se sont pris au jeu. Ils se sont pris au jeu. Puis en fait ils ont découvert que l'écriture se restaurait derrière tout ce qu'on sait. Hein. L'estime de soi, le rapport au langage, c'est, comme dit Ricoeur, le pouvoir dire, c'est déjà un pied dans le pouvoir faire. Et puis toute cette aventure qui a commencé sur pas loin des plages et etc. pendant l'été, elle a terminé à l'Académie française. Et tout d'un coup, l'institution, le machin, les parents qui sont là, eux, bon. Et donc c'est cette histoire, si vous voulez, qui malgré tout, heureusement, fait déjà en soi utopie, justice, et c'est ça. Donc je dirais que d'eux-mêmes, à la fois ils racontaient cette angoisse, mais ils sont sortis avec une espèce ils n'étaient pas au même endroit. C'est bien normal. Et donc c'est pour ça que voilà, je pense qu'encore une fois, dès qu'on rentre dans ces logiques d'éthique de la reconnaissance, d'exigence
culturelle forte, d'accompagnement, parce que c'est très bien d'avoir de l'exigence culturelle, voilà, mais derrière, si on n'est pas des compagnons de route, en fait, on lâche. Parce que c'est difficile, c'est dur, parce que tous les jours il y a de la lassitude, parce que les parents ils tiennent pas, parce que machin, parce que nous tous on tient pas. Et donc c'est pour ça que le compagnonnage un peu rénové, et pas au sens stalinien du terme, parce que ça existe aussi. Hein, donc je suis bien consciente, c'est pas ça, on essaye de réinventer, mais malgré tout il y a quelque chose de cette chaîne-là qui nous préserve aussi pour faire. Donc tout ça pour dire que c'est quand même là. Hein, c'est là, et je vois, si vous faites aujourd'hui, nous on s'oblige, comment dire, à mettre en commun ce que l'on fait. Donc tous ceux qui, un tout petit peu, ont un désir, même très léger, franchement, on ne fait que tendre des mains, et nos mains, elles tiennent. Hein. On est capable de tirer. Hein. Donc quand même, ça vaut ce que ça vaut. On n'ira pas forcer les uns et les autres à attraper cette main, mais tous ceux qui veulent attraper cette main, ils le peuvent, hein, sincèrement. Aujourd'hui, on fait que ce soit dans le labo du Verstollen, que ce soit nos camarades du laboratoire des délaissés, la preuve par 7, qui ont fait l'école des terrains. Si vous tapez l'école des terrains, vous allez avoir tout. De la permanence architecturale au machin, au plan, tout. C'est-à-dire que vous voulez demain réhabiliter une friche, un existant, une cabane, une machin, enfin, une gare. Vous allez sur le laboratoire des délaissés, vous voyez des gens qui ont fait, qui sont allés chercher les sous, qui vous expliquent comment ils se sont bagarrés avec la loi, comment ils ont fait advenir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, sincèrement, on a vraiment la possibilité de faire advenir du réel meilleur. Et peut-être aussi pour compléter par rapport à d'où vous parlez, pour vous donner un exemple sur un projet qu'on est en train de réaliser en Belgique, qui sont sur des lieux d'accueil sans condition, donc pour des personnes qui sont plutôt en vulnérabilité psychique, qui sont dans un parcours qui est à l'hôpital mais pas qu'à l'hôpital, etc. Et il y a des lieux d'accueil sans condition, c'est-à-dire que personne ne vous demande rien à l'entrée, on ne sait pas qui fait quoi, et c'est très bien comme ça. Et nous a demandé de travailler sur ces lieux, notamment pour documenter ces lieux. Et justement, pour un peu voir quelle fiction on pouvait amener, ça rejoint un peu cette question du temps long, parce qu'on a fait un séminaire de cinéma qu'on a demandé à Federico Rossin sur qu'est-ce que c'était que se filmer en situation de vulnérabilité, les personnes elles-mêmes. Donc qu'est-ce que c'est? Et en fait, on se voit que sur tous les sujets, là tu parlais des délaissés, mais sur tous les sujets, il y a de la matière, quoi. Il y a plein de choses, il y a des choses qui sont réconfortantes, il y a des choses qui sont faites depuis 10 ans, 20 ans, 40 ans, et qu'il faut arriver à se remettre dans ce temps d'espoir, de se dire ah bah tiens, ça a été fait de telle manière avec une situation de documentaire pendant le totalitarisme sur Pinochet. Ce documentaire est exceptionnel. Ça a été fait de telle manière avec l'antipsychiatrie en Italie à tel moment. Ça a été fait de telle manière en Angleterre, etc. Et ces mains qui sont tendues, elles sont solides. Et il faut aller les chercher. Et elles sont tout le monde peut les prendre. C'est-à-dire que là, nous, du coup, le travail, il est fait avec tout le monde, avec tous ces acteurs de ce secteur et les patients en premier. Et bien sûr qu'eux les prennent autant que nous, à leur manière, avec chacun sa sensibilité. Mais c'est possible, quoi. Il y a ce terrain-là qui est là. Je donne juste un dernier exemple pour vous montrer quand même l'ingénierie et la créativité de ces nouveaux formats. Il y en a plein, mais je pense à celui-là qui a été notamment mis en place par Barbara Cassin, donc qui est philosophe, grande linguiste, académicienne, et qui a voulu remettre au goût du jour, mais totalement repenser au XXIe siècle, ce qu'on appelait les maisons de la traduction, les maisons de sagesse. Et donc dans la tradition de Bagdad, de Samarcande, de Cordoue, etc. Donc elle a mis en place mis en place d'abord dans sa tête, et puis après elle fait comme nous des proof of concept, et en gros c'est des tas de terre, enfin j'en sais rien comment c'est, mais j'imagine qu'il y a du gap. Bon, c'est pas grave. Elle fait avancer ça. Et elle défend cette idée absolument extraordinaire qu'elle a conceptualisée avec une autre camarade, et j'ai oublié son nom, et qu'elle me pardonne, de créer des banques, donc de l'économie, des banques culturelles, où en fait, donc du microcrédit, vieux comme le monde, Mohamed Younous, ça a été un point très très important dans l'économie du développement. Mais sauf que ces banques, pour obtenir un prêt, et c'est une banque musée.
Tu dis, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est extra, rien que ça, moi, génial. La banque musée. Donc, c'est quoi la banque musée? Eh bien, la banque musée, figure-toi, c'est que tu viens, tu demandes un prêt, et contre ce prêt, tu viens déposer un objet et raconter l'histoire de cet objet. Et donc, tu viens constituer une grande muséographie autour des objets, et notamment des objets des exilés, parce que ça s'adresse notamment à ceux qui partent, aux migrants, etc., et qui, c'est déjà assez compliqué comme ça, et qui viennent produire un récit. Ce récit est considéré comme une valeur d'enseignement pour nous tous, etc., autour d'un certain type d'objet. Je dis ça parce que c'est aussi de la clinique des objets, et c'est aussi, ça fait musée, et donc, on te prête de l'argent, et voilà. Bon, vous comprenez que c'est ça, faire institution. C'est ça, ces nouveaux types d'institutions. Ça ne veut pas dire que ça sera demain l'intégralité des banques et que HSBC va se déclarer « Mon Dieu, mais oui, c'est magnifique, nous allons, on va dire à tout. » Bien sûr que non, mais ce n'est pas grave. Ce qui est important, c'est d'aller investir ces lieux, de leur donner une force de légitimité, de les consolider de manière épistémo et de faire avec ça. Hein, vraiment, elle a essayé comme ça, vous voyez, de se saisir de l'héritage, dit-elle, de Bandung, donc des non-alignés, dans la grande histoire onusienne. Et oui, je trouve que c'est ça qui est précieux, quoi. Très précieux. Peut-être une dernière question, je crains que le temps presse un peu, mais y a-t-il une question ? Alors, sinon, il me reste à vous remercier pour votre attention, à remercier Cynthia Fleury et Antoine Tenoglio, à vous inviter à lire leurs ouvrages respectifs qui sont disponibles à la librairie en bas, donc Éthique et Design qui vient de paraître, et puis la Charte du Verstollen également, mais voilà, elles sont donc disponibles en bas à la librairie, et puis l'exposition, le temps qu'il nous faut, est toujours visible à la Maïf Social Club. Merci.